Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. À Kibera, bastion de l'opposition au Kenya, les avis sont partagés quant à la décision de Raila Odinga de saisir la Cour suprême pour contester les résultats de la présidentielle. L'opposant est donc revenu sur sa décision. Précision dans un instant. 3 jours après l'attaque du restaurant Istanbul à Ouagadougou, les Burkinabés ont toujours une question en tête. Pourquoi ont-ils été visés? La faute peut-être à un service de renseignement affaibli depuis la chute de Blaise Compaoré. Vous entendrez l'analyse d'un spécialiste de l'islam en Afrique. Et puis l'espoir de meilleures conditions de vie pour des producteurs de cacao en République démocratique du Congo. Ils se sont réunis en coopérative afin de mieux vendre leurs produits et améliorer leurs conditions de vie. Reportage à Inongo à la fin de ce journal. Bis repetita pour Raila Odinga, l'opposant kényan a décidé, comme en 2013, de saisir la Cour suprême pour contester les résultats provisoires et donc la réélection d'Ohuru Kenyatta. Raila Odinga, qui avait dans un premier temps écarté cette option, il est donc revenu sur sa décision, comme l'explique Bastien Renouille à Nairobi. C'est une décision qui a surpris tout le monde ici dans le bidonville de Kibera. C'est une place forte de l'opposition ici à Nairobi. Eh bien, personne ne s'attendait à une telle décision de la part de Raila Odinga, le leader de l'opposition. Depuis le lendemain de l'élection, c'était il y a une semaine, il disait ne pas vouloir contester le résultat de cette élection devant la Cour. Alors ici, tout le monde est partagé. Personne n'a la même opinion vis-à-vis de cette décision. Je vous propose d'écouter les habitants. Nous sommes très heureux, c'est une première étape d'aller devant la justice. Nous allons voir s'il y a les mêmes problèmes qu'avec la commission électorale. Si les Kenyans ne peuvent pas avoir confiance en la justice, nous verrons comment l'obtenir dans la rue. C'est une bonne décision, car en attendant le résultat, ce sera la paix. Vous savez, on est tous frères et sœurs. Je dirais que c'est le moment pour la Cour suprême de se racheter des erreurs qu'elle a faites en 2013. Raila Odinga et l'opposition doivent aller devant la justice avant vendredi soir. Ensuite, elle aura jusqu'à la fin du mois pour donner son verdict, tout simplement car Uhuru Kenyatta doit prêter serment dans 2 semaines. Pour l'instant, personne ne sait comment réagir ici à Kibera. Faut-il aller dans la rue et manifester ou rester chez soi? Eh bien, Raila Odinga n'a pas donné son avis sur la question. Ce sont donc les leaders locaux qui doivent se réunir pour trancher la question. Ensuite, nous verrons si les habitants de Kibera décident de manifester ou s'ils attendent le verdict de la Cour. Au Burkina Faso, le deuil national se termine ce mercredi et pourtant, 3 jours après l'attaque terroriste au cœur de Ouagadougou, l'émotion est toujours vive. Les Burkinabés ne comprennent toujours pas pourquoi leur pays est la cible des terroristes. Alors, élément de réponse avec Khalidou Si et Bangali Touré, nos correspondants sur place. Cette attaque est la 2e du genre qui frappe le Burkina Faso en l'espace de 2 ans avec un bilan humain très lourd. 48 morts et de nombreux blessés. Plusieurs Burkinabés que nous avons rencontrés ont manifesté leur inquiétude, craignent que ce ne soit pas la dernière attaque et se demandent pourquoi leur pays est visé. Une question que nous avons posée au docteur Oubda, spécialiste de l'islam. Le pays est attaqué parce que suite à l'effondrement du régime Compaoré et au coup d'État manqué du général Diendéré, le système de renseignement s'est quelque peu affaibli, si bien que finalement les terroristes peuvent éventuellement passer entre les mains des filets et nous avons en face une menace globale. Donc il faut une synergie d'action entre toutes les nations, entre tous les pays pour pouvoir justement éradiquer ce terrorisme. Et il ne faut pas que cette initiative se limite aux aspects militaires. Il faut que ça soit accompagné justement d'aspects humanitaires, d'aspects économiques. Parce qu'une des raisons aussi du terrorisme, c'est que les gens ont tendance à penser que les régions du Sahel sont abandonnées. La question sécuritaire est donc au centre du débat, mais aujourd'hui, c'est au gouvernement burkinabé d'apporter des réponses à sa population. En République démocratique du Congo, cette alerte sanitaire concernant le tilapia, un poisson très prisé dans le pays, en Afrique centrale en général. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, il est contaminé par un virus mortel. L'organisation a donc obtenu des autorités congolaises l'interdiction officielle de consommation. Les Congolais restent donc vigilants. Écoutez. Oui, nous avons vraiment peur que ce virus puisse encore nous tuer. Mais le stock que nous avons, lorsque ça serait déjà fini, on ne va plus encore consommer, même pas vendre. On a plus de regrets parce que lorsqu'on a interdit, c'est nous qui sommes en train de perdre et non pas
notre politique. Moi aussi, j'ai appris la nouvelle aux infos que le tilapia a été infecté et c'est vraiment inquiétant parce qu'étant ménagère, je suis vraiment habituée à préparer ça presque chaque semaine dans ma cuisine et maintenant là, il n'y aura plus moyen de préparer ça jusqu'à ce que la mesure soit levée. Et comme vous pouvez le constater dans ma cuisine, je n'ai même pas de tilapia. J'aime bien ce poisson, mais je ne peux pas faire autrement. Et ce sont les poissons en provenance de Colombie, d'Équateur, d'Égypte, d'Israël et de Thaïlande qui sont interdits d'importation et de commercialisation. Grace Mugabe est toujours en Afrique du Sud et le Zimbabwe demande l'immunité pour sa première dame. L'épouse de Robert Mugabe est accusée d'avoir agressé un mannequin directement dans sa chambre d'hôtel de Johannesburg. Les faits se sont produits dimanche. Grace Mugabe devait se présenter à la police pour établir sa version des faits, mais elle a ensuite estimé qu'elle n'avait pas à le faire en raison de son statut de première dame. Et Reporters sans frontières a créé ce mercredi un comité de soutien pour Ahmed Abba, notre collègue d'RFI, correspondant en langue haoussa au Cameroun. Arrêté en juillet 2015, il a été condamné en première instance à 10 ans de prison pour blanchiment du produit d'un acte terroriste. Sa première audience en appel devait se tenir ce jeudi, elle a été reportée. Parmi les membres du comité de soutien, des artistes comme Tiken Jah Fakoly, Maman et évidemment la Société des journalistes d'RFI et de France 24. Les migrants morts en mer ne deviennent qu'un corps, un numéro une fois repêché. Alors avec une pelle pour seul outil, Shamseddine Marzouk s'est fixé une mission, les enterrer dignement. C'est l'histoire que nous raconte Nicolas Germain. Depuis 12 ans, Shamseddine Marzouk creuse des tombes sur cette plage près de Zarzis, non loin de la Libye. Ce bénévole du Croissant Rouge tunisien ne connaît jamais le nom des personnes qui l'enterrent. Ce sont tous des migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Nous ne demandons rien d'autre qu'un cimetière qui respecte la dignité des êtres humains. On ne connaît pas la religion de la personne, mais on l'enterre, on la respecte. Le respect est un devoir. La garde maritime explique que ce n'est pas son rôle d'inhumer les morts. Les autorités locales, elles, disent manquer de moyens pour le faire. Alors, c'est Shamseddine qui s'occupe de cette tâche difficile près d'une décharge. Il estime avoir mis en terre des centaines de migrants ces dernières années. Le Croissant Rouge lance un appel aux dons pour pouvoir acheter un terrain et créer un vrai cimetière. Nous n'avons pas une voiture qui peut prendre ces corps donc, de la plage vers l'hôpital, etc. Les moyens manquent chez les autorités également. Il y a aussi un problème de cimetière, vu que les cimetières ici dans la ville sont familiales. Donc les gens n'acceptent pas des gens qu'ils ne connaissent pas. À Zarzis, ce sont souvent les pêcheurs qui ramènent les dépouilles vers la terre ferme. Depuis le début de l'année, 44 corps ont été récupérés au large du port. En tout, plus de 2000 personnes qui cherchaient à gagner l'Europe sont mortes cette année dans la Méditerranée. Pour terminer ce journal, on retourne en République démocratique du Congo pour une note d'espoir cette fois. Et ces initiatives économiques locales qui laissent entrevoir de meilleurs jours. À Inongo, dans la province de Mai-Ndombe, les petits agriculteurs planteurs de cacao se sont unis en coopérative pour mieux vendre leurs produits et améliorer leurs conditions de vie. Voyez le reportage de Thomas Nicolon, notre correspondant. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. Il faut bien couper les mauvaises herbes. En plein cœur de la forêt congolaise, dans la province de Mai-Ndombe, les planteurs de cacao se professionnalisent. Pour augmenter leurs profits, ils se sont organisés en coopérative. J'aime ce système, ce fonctionnement. Maintenant, nous vendons les fèves à la coopérative, mais nous touchons aussi des bénéfices lorsque la coopérative vend ce cacao à des acheteurs internationaux. C'est comme une double rémunération. Après la récolte, les planteurs vendent leurs fèves à la coopérative, qui revend ensuite à un courtier en cacao. Ce dernier envoie la marchandise en Europe à des chocolatiers. C'est grâce à l'ONG belge Trias que les paysans ont pu structurer ces coopératives et contacter les acheteurs internationaux. Le but final, c'est l'autonomisation. D'abord, la première chose, c'est la professionnalisation. Que ces coopératives deviennent des professionnels de leur secteur, qu'ils deviennent autonomes. Donc, parce que Trias partira un jour et que maintenant, on leur donne les capacités nécessaires pour se professionnaliser et être autonomes dans le futur.
En 2017, Trias prévoit l'exportation de 120 tonnes de cacao. L'essor est encore timide, mais il nourrit de grands espoirs chez les autorités locales. Le cacao, c'est le produit, un des produits, n'est-ce pas, qui peut véritablement aider le développement de la province de Maïndombe, éventuellement du Congo en général, mais de la province de Maïndombe, n'est-ce pas, à être boostée. Et c'est avec ça que l'on peut développer un pays. Sans agriculture, un pays, il n'y a pas de développement. Grâce à leur coopérative, les planteurs de Maïndombe montrent l'exemple et le cacao devient un motif d'espoir pour la province et la RDC tout entière. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'info continue.